Bonjour les toqués du Tic Tac et bienvenue à Mykonos. À Mykonos où nous sommes aujourd'hui avec Omega pour le lancement de la collection Seamaster pour le 75e anniversaire. Et je ne suis pas avec n'importe qui. Je suis avec le grand Manitou, le big boss, le chef incontesté, le vice-président responsable des développements produits. Autant dire que vous allez avoir une présentation taillée au cordeau. Alors Grégory, de quoi s'agit-il ? Bonjour Franck, il s'agit de célébrer cet héritage exceptionnel de la ligne Seamaster qui est née en 1948. Et puis pour représenter cet héritage, on a travaillé, développé une couleur qui va au fil des différentes étanchéités des modèles s'assombrir en partant donc d'un bleu ciel jusqu'au noir, jusqu'aux abysses avec le modèle Planet Ocean Ultra Deep. Donc on va descendre en profondeur dans cette collection. Absolument. Alors vas-y, là c'est quoi? Alors là on est sur le modèle Aquaterra 38 mm avec ce cadran Summer Blue qui est magnifiquement décoré. Et ensuite on va Étanchéité. Étanchéité 150 mètres, voilà. Ici. Et ensuite, on est toujours à 150 mètres avec le modèle Aquaterra, toujours 41 mm, avec ce cadran tech qui reprend justement le fameux bois qu'on retrouve sur les bateaux. Sur les ponts des bateaux. Sur les ponts des bateaux. Là, évidemment, on voit qu'on passe d'une couleur bleu ciel à un peu plus foncé. Mais on est toujours sur 150 mètres. On est toujours sur 150 voilà, mètres, mais on est sur l'Aquaterra, sur World Timer en 43 mm de diamètre, toujours avec cette touche de Summer Blue, à la fois sur la partie centrale et la partie externe du cadran. Bon, là, évidemment, une icône. Alors là, une icône, c'est la fameuse Seamaster 300 qui est née en 1957. Et on remarque justement ce gradient de couleur qui s'assombrit avec une lunette en céramique. Une autre icône, bon ben là, c'est là où on va au pays des icônes. Hein. Voilà, donc lancement de la Diver en 1993, avec là aussi 300 mètres d'étanchéité. Alors là, on bascule à 600 mètres d'étanchéité avec la Planet Ocean, avec un diamètre de 39,5 mm. Je ne vous dis pas la qualité du bleu des cadrans, avec en plus le bleu ciel qui se détache dessus. Vous allez voir ça sur les gros plans, c'est magnifique. Ah, alors là, on double. Icône parmi les icônes. Icône parmi les icônes, on double l'étanchéité, on passe de 600 mètres à 1200 mètres. Parce que celle-là, historiquement, elle est à 600 mètres, c'est la Ploprof, c'est une montre Omega recherchée, mais alors, vous n'imaginez même pas comment. Reconnaissable, absolument. Et là, on fait un facteur 10 avec le modèle Planet Ocean, on tombe clairement dans les abysses à 6000 mètres d'étanchéité. Bon alors, maintenant qu'il nous a dit tout ça, il ne va pas s'en tirer comme ça. Là, regardez-nous bien, on part à la présentation. Ça marche. Bon, ça suffit la parlotte. Hein. Maintenant, tu nous as mis l'eau à la bouche là-bas. Alors, on pose les lunettes. On pose les lunettes. Même si la collection est éblouissante. Hein. Ah, ça fait plaisir à entendre, Franck. On pose les lunettes, on enlève le chapeau, on est tout décoiffé. Il y a du vent à Mykonos et j'enfile mon gant de plongée. Ouais, sur la main droite. Sur la main droite. Tu vois, je suis perturbé tellement il y a de belles montres là. 8 pièces quand même. 8 pièces, 8 pièces. Bah oui, c'est finalement la représentation de l'héritage de cette magnifique ligne Seamaster qui est née en 1948. C'est ton âge? Ça y est, il commence. Ça y est. Voilà. Ça y est, maintenant, c'est un pli. Ils ont tous pris le pli. Il y a chambrage obligatoire quand on fait une émission avec moi. Je suis beaucoup plus vieux que ça. Ah. Non, mais alors, super magnifique. Des couleurs qu'on n'avait jamais vues. Non, hein, quand même, on a rappelé la profondeur en fonction de la couleur du bleu. On part d'un bleu ciel à un bleu très profond. Ouais. Il a un nom, ce bleu? Oui, il s'appelle le Summer Blue. C'est le bleu de l'été, effectivement, qui a cette évolution, hein, cette nuance qui va évoluer en fonction de l'étanchéité. On part à 150 mètres avec les modèles Aquaterra que tu vois ici devant toi. Ensuite, on bascule à 300 mètres, 600 mètres, 1200 mètres, jusqu'aux abysses finalement de l'océan, à 6000 mètres. On doit plutôt parler en pieds ou en mètres? Non. Non, en pied. Enfin, en pied, 20 000 feet. 20 000 feet, exactement. Alors, tu vois, 6 000 mètres, 20 000 feet, 1200 mètres, 4 000 feet. Voilà. Croyez pas, immédiatement, je fais la conversion. On commence par l'Aquaterra, on commence par la première, celle qui est avec le cadran, on va dire, le plus clair. Exactement. Puisqu'elle va à 150 mètres, donc 500 feet. Voilà. Je me permets de l'enlever. Ce dégradé, il est magnifique. Hein. Oui. Alors, il est vraiment subtil. On part donc, dans un premier temps, avec un soleillage qui part depuis le centre du cadran.
Ensuite, on va appliquer cette couleur qui a été développée à travers la technologie PVD, qui est un coating qui va donner justement cette couleur bleu ciel. Et sur l'extérieur du cadran, on vient justement rajouter ce côté fumé avec ce dégradé, non pas avec une couleur noire, mais avec une couleur bleu plus foncé. Et ensuite, le cadran, il est laqué pour donner vraiment de la profondeur au cadran, donc laqué translucide. Et ensuite, on vient rapporter les appliques dont la forme s'inspire d'une coque de bateau, parce que finalement, on lie souvent la ligne Aquaterra avec le monde de la navigation. Et ensuite, on vient rapporter la matière luminescente, ce qu'on appelle le superluminova, là aussi avec une teinte légèrement bleutée. Et comme toujours sur l'Aquaterra, le petit guichet de date en rond. Voilà, en rond effectivement plutôt pour les pièces plutôt féminines. Et la boîte est complètement polie, ainsi que l'introduction du bracelet. On retrouve ici le nouveau bracelet qui est beaucoup plus féminin, beaucoup plus arrondi. Il est très féminin, mais ça va quand même bien. Ah oui. Un homme qui a un petit poignet, il va adorer cette montre. Absolument. D'ailleurs, elle s'inspire vraiment de la dernière collection Aquaterra Shades, avec ici comme particularité le fond, un fond plein. D'habitude, chez Omega, on a plutôt des fonds transparents pour montrer les mouvements. Avec Neptune. Ah bah non. Pourquoi non? Bah si. Bah le trident, excuse-moi, le trident, la barbe, c'est Neptune. Non, on est en Grèce, Franck, on est en Grèce. C'est Poséidon. Ah, c'est Poséidon. C'est Poséidon, bah oui, c'est Poséidon. On est en Grèce. Magouré. Voilà. Ah. C'est le dieu des océans, qui est aussi en fait le fils du dieu Chronos. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est marrant, voilà. c'est un joli clin d'œil. Voilà. Ce qui est bien sur ce cadran, c'est qu'en fin de compte, tu retrouves l'esprit de la collection avec un dégradé qui part du bleu foncé au bleu clair. Oui. Et comme on le trouve sur l'ensemble des montres avec l'histoire des profondeurs. Vous avez travaillé l'élégance, parce que là, je trouve quand même très élégant. Oui, effectivement, le polissage aussi permet de réduire l'épaisseur, on va dire, du boîtier. Et oui, là, on a vraiment travaillé les proportions, le fond est bien balancé par rapport à la lunette polie. Et puis, justement, ce dieu Poséidon, il est tiré en fait par deux seahorse. Comment on dit seahorse en français? Hippocampe. Hippocampe, voilà. Hippocampe. Pourquoi il y en a deux? Je suis content, je t'ai appris un truc, parce que d'habitude, c'est toi qui m'apprends toujours 1000 trucs. Non, mais là, j'avais un petit blanc. Non, les deux hippocampes, on retrouve deux hippocampes. Pourquoi deux hippocampes? Parce que ça permet à quelque part d'exprimer l'héritage de cette ligne Seamaster. Et l'hippocampe a toujours été l'emblème de la ligne Seamaster. Il a été dessiné pour la première fois en 1956 lors d'une visite de marché à Venise. Et à l'époque, le responsable marketing voit sur ses pagodes le seahorse, l'hippocampe, et il se dit, ben voilà, c'est une bonne idée de mettre cet hippocampe comme étant l'emblème de la ligne Seamaster. C'était après Constellation, parce que Constellation est arrivée en 1952 avec l'emblème de l'observatoire. Même si la Seamaster est née en 1948, il s'est dit, après coup, il faut quand même avoir un emblème. Donc on retrouve le dessin du Seahorse de 1956. En gravure, là. En gravure, en arrière-fond. Et puis, au premier plan, on retrouve l'hippocampe actuel. Donc ça permet en fait d'exprimer toute cette... Et ce fond-là, il correspond à quoi? Alors on a exactement le même dessin, mais en filaire. Pourquoi il n'est pas sous forme de médaillon? Parce qu'on a voulu en fait conserver toute l'épaisseur du fond qui est en titane dont on a besoin pour les grandes profondeurs. Ah ben voilà. Voilà. Formidable. Vous verrez ça évidemment sur les gros plans qu'on n'arrête pas de vous passer. Et puis maintenant on va passer donc à celle-ci. Oui. Alors je là, vous signale qu'il y en a 8, hein, donc installez-vous confortablement. Comme nous, regardez, hein, on est au pays du rêve. On est bien, on est bien. Alors vas-y, raconte celle-ci. Alors là, on gagne 3 mm en diamètre. On est plutôt sur un modèle masculin, 41 mm donc de diamètre. Et là, on retrouve finalement la même couleur, ce fameux Summer Blue, qui est également déposé par voie PVD, hein, qui veut dire Physical Vapor Deposition. C'est ce qui permet vraiment d'avoir cette couleur très claire et qui est très résistante justement aux oxydations. Et au niveau de la structure du cadran, on appelle ces structures tech, hein, ça reprend finalement le bois tech. Le pont d'abateau. Le pont d'abateau, exactement. Avec toujours un soleillage qui part depuis le centre, le guichet de date à 6 heures, et puis les index. Et le Summer Blue. Et le Summer Blue, exactement. Et là, le guichet de date, il est
plus traditionnel. Il est plus traditionnel. Posé à 6 heures. Voilà. Mais pourquoi à 6 heures? C'est intéressant parce que la première Seamaster avec une date se trouvait à 6 heures. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on retrouve... Tu as des rappels historiques sur toute la Il y a collection. toujours des rappels. Ouais. Les connaisseurs vont vous retrouver vraiment beaucoup de points d'accroche. Ça va être difficile de faire un choix, les garçons, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors après, là, on est sur la World Timer. Et d'ailleurs, il y a une petite carte. Tu peux me dire un peu comment elle a été faite, cette carte? Elle est très particulière. C'est une map monde avec la vue qui vient du pôle Nord. C'est pour en fait retrouver un maximum de continents. Et puis cette partie centrale du cadran, en fait, elle est réalisée en titane. Et grâce au titane, grâce à ce matériau et l'utilisation de différents lasers, on va dans un premier temps topographier la map monde, c'est-à-dire qu'on vient ablater la surface de la pastille en titane, il y a un relief de dingue, avec un laser. Donc on va utiliser un type de source laser pour justement créer cette topographie au niveau des continents. On a même introduit la courbure de la Terre, c'est-à-dire que le centre de la pastille est plus grande, plus épaisse que l'extérieur. Et toujours avec un laser, mais cette fois-ci avec un autre type de source, on vient colorier les mers ainsi que les continents. Donc il n'y a pas de décalque, il n'y a pas de transfert de peinture. Tout est fait à partir d'une plaque en titane, grade 5 pour les connaisseurs. Et ensuite, la coloration est aussi faite par laser. Le grade 5, il n'est pas facile à travailler quand même. Hein. Il n'est pas facile à travailler, par contre, justement, il offre beaucoup d'avantages. Il est un poil plus léger que le grade 2. Et puis, pour les spécialistes, ça contient 90% de titane et les 10% restants, c'est du vanadium et puis de l'aluminium. Bon, comme il est suisse, il dit 90, hein, je traduis 90. Bon, c'est normal, il faut tous ça. Et donc, le World Timer, la complication serait par l'unique couronne qui est là. Exactement. Donc, on a le fameux disque qui tourne autour de la map monde, mais aussi qui lie directement les différents fuseaux, les 24 fuseaux. Hein. Le globe a été divisé en 24 fuseaux, chacun une heure. Alors, il y a des fuseaux intermédiaires, mais là, on a 24 fuseaux. Et puis, au lieu de mettre Paris, on a mis Bienne, évidemment. Évidemment. Hein. Elles ne sont pas faites à Paris. Oui, c'est normal. Normal. Non, mais je te l'accorde. Et puis, on peut voir que sur le disque, évidemment, il y a 2 couleurs différentes pour faire l'indicateur jour-nuit. Absolument. Hein? Tu as bien retenu la leçon. Oui, j'essaye d'arriver à ta cheville. C'est pas facile. Parce que lui, en plus, non seulement il fait un summer blue, mais en plus, il a un summer body. Alors, celle-ci. Bon, là, on plonge un tout petit peu plus profond. On plonge à 300 mètres. Et celle-là, elle a un côté vintage. Ah, celle-là, elle a un côté vintage. C'est une pièce qui est inspirée de la première montre de plongée professionnelle chez Omega. On se retrouve en 1957. Voilà. On est un peu plus juste par rapport à ta date de naissance? Encore pas. Encore pas, mince. Il me prend pour Poséidon, quoi. J'ai la barbe blanche ou quoi? Donc là, effectivement, on s'inspire très fortement de la première Seamaster 300, qui est née en 1957, mais elle n'est pas sortie toute seule. Elle fait partie de cette fameuse trilogie de 3 montres professionnelles. Avec la Railmaster, la Speedmaster et la Speedmaster et la Seamaster 300. Donc c'est la première montre de plongée professionnelle avec une lunette tournante et puis qui était étanche à 300 mètres. Ce qui était un exploit, hein, déjà. Ce qui était un exploit. Pour l'époque, c'était un exploit. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, on n'était pas capable de tester la montre à 30 bars, donc 30 bars égale 300 mètres. Il y a une polémique là-dessus, je sais, on prend toujours des commentaires, attention, est-ce qu'on est à surface et tout. Donc, on dit 30 bars, c'est 30 atmosphères, donc la construction, le design de la boîte était prévu pour atteindre 300 mètres, mais elles étaient testées à 200 mètres. On retrouve ici une lunette en céramique, avec une touche de métier d'art, j'insiste. Alors vas-y, raconte pourquoi tu fais rentrer des métiers d'art dans cette lunette. Alors c'est des métiers d'art, on va dire, un peu industriels, dans le sens où, plutôt que de mettre de la laque qui va perdre de sa couleur avec le temps, hein, un bleu clair ou un blanc va commencer à jaunir, le bleu clair va commencer justement un peu à pâlir. On a développé un émail grand feu, hein. Quand on parle de grand feu, c'est métier d'art. C'est métier d'art. On se situe au-dessus de 800 degrés Celsius. Voilà. Et donc, on a développé, et ça a pris beaucoup de temps, on a développé justement un émail grand feu qui a cette couleur Summer Blue. Et est-ce qu'à la cuisson, tu perds
t'en perds beaucoup? Tu as beaucoup de déchets ou Alors, que... non, ça va parce que c'est bien maîtrisé, c'est fait par sprayage. Donc, on réalise dans un premier temps l'insert en céramique. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, l'échelle plongeur, on vient utiliser un laser qui vient graver la minuterie sur une profondeur bien spécifique. Et puis après, on vient remplir les cavités avec plusieurs couches d'émail qu'on vient enfourner, bien sûr, dans des fours pour atteindre justement cette température de plus de 800 degrés. On vient fixer l'émail, on vient en mettre un peu plus. Après, on vient raboter l'excédent d'émail pour retrouver la céramique, réaliser le polissage pour donner ce côté un peu ça glossy. Donne une profondeur incroyable. Et ce qui est génial, c'est que voilà, dans 50 ans, ce bleu restera... Ce sera le même. Ça sera le même. Inaltérable. Inaltérable. Avec une glass box? Avec une glace chevée, attention. Ah. Non, c'est pas la même chose. Attention, Tu confonds. je confonds. Alors vas-y, la glace chevée. La glass box, c'est pour Speedmaster. Et là, on est sur une glace chevée. Et c'est là que c'est magnifique parce que la richesse de la langue française, la langue maternelle de l'horlogerie, c'est le français. Il n'y a pas de nom vraiment pour dire glace chevée. On parle de glass box ou domed en anglais. Et là, on est sur une glace chevée qui reprend finalement l'esprit de la pièce d'origine avec des réflexions assez sympathiques. Ça veut dire que ça se rapporte au fameux chevage. Voilà. Mais alors donc c'est une glace minérale? Alors là, on est sur du saphir. Sur du saphir. Parce que pour moi, le chevage, c'était on chauffait la glace minérale qui venait prendre la forme adéquate. Voilà, mais il y avait cette forme justement très douce, très galbée sur l'extérieur. Et ce qui est intéressant avec cette forme géométrique, c'est que ça nous permet de réduire finalement l'épaisseur visuelle, donc on a moins d'épaisseur de métal. On a moins le petit mur comme ça sur la glace box. Exactement. En fait, cette glace chevée, on vous explique, la glace chevée, ça donne un dôme beaucoup plus régulier et non pas une glace qui est comme ça et qui finit de façon verticale sur le boîtier. C'est beaucoup plus élégant. Et donc tu noteras au passage justement le cadran qui a une construction sandwich, c'est-à-dire qu'on a une plaque de base et ensuite on a une plaque supérieure avec justement l'ouverture du tour d'heure, des chiffres arabes qui sont ouverts. Si on prend le 6, le 9, ils sont ouverts justement pour pouvoir... sinon on ne peut pas les découper. Exactement. Et puis là on est également donc, sur ce Summer Blue, mais on le voit, on est passé de 150 mètres à 300 mètres. Le cadran il commence à devenir un peu plus foncé. On voit que c'est des fameux plots qu'on a fait en introduction. Exactement. Et puis pour les connaisseurs, la seconde centrale qu'on appelle Lollipop, puisque finalement elle ressemble un peu à une sucette, avec justement une masse de superluminova qui est intéressante. Et qui sert d'indicateur de marche parce que c'est indispensable pour les montres de plongée. C'est indispensable. Et puis il y a un bleu d'index qui est spécial aussi. Oui, exactement. Parce que ça, c'est la première fois que ça arrive en collection, ce bleu-là. Alors ce bleu-là, oui, on l'a développé effectivement pour donner justement une teinte légèrement bleu clair. Donc plutôt que d'utiliser une matière luminescente blanche, on l'a légèrement teinté pour justement avoir une harmonie parfaite avec le cadran et la lunette. Ça va être difficile de choisir, je vous le dis, parce que là, on arrive encore sur des pièces... on a envie de parler 1 heure de chaque pièce, mais après, ils vont s'endormir. C'est pas le but. Non, c'est pas le but non plus. Alors là, on reste sur belle déployante. Oui, on reste sur le même niveau d'étanchéité à 300 mètres. Donc, on a utilisé le même bleu au niveau de la lunette céramique. On est sur une lunette céramique. Et puis là, on est face à une icône de l'horlogerie. Ah, oui. C'est la montre que porte James Bond. Que portait Pierce Brosnan quand Omega est devenue la montre de James Bond. Voilà, en 95, c'était avec GoldenEye. Et puis, voilà, c'était 2 ans finalement après le lancement de la fameuse Diver 300 mètres. Il la porte pendant combien de films, tu le sais ça? Alors Pierce, il la porte pendant 4 films. J'essaie de t'avoir, mais tu connais tout. Parce que évidemment, tu penses bien que j'avais révisé un peu l'histoire. Et puis là, on retrouve également l'émail grand feu au niveau de l'échelle plongeur. On est non pas sur un cadran de base laiton, mais sur un cadran céramique, ce qui permet en fait d'avoir une découpe parfaite des vagues. Ces vagues, elles sont gravées au laser. Le guichet, la remontée d'angle du guichet, tout est parfaitement ajusté, propre, tendu. Et on retrouve également ce superluminova bleu. Il y a des détails magnifiques. Et puis là, à 10 heures. C'est la fameuse soupape à hélium. Voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ça reste un élément de différenciation. Certains plongeurs disent que ça ne sert à rien. T'en penses quoi? Alors 99,9% des clients ne vont pas utiliser la soupape à hélium.
mais certains plongeurs qui font des plongées en saturation, à un moment donné, pour éviter que le verre saute, bah, il faut libérer l'hélium qui a de toute façon pénétré la boîte. Et donc, du coup, il faut le laisser échapper. Donc, il y a deux façons. Soit une soupape à hélium automatique, donc il n'y a rien besoin de faire. Ou bien ici, on est en face d'une construction où c'est une soupape à hélium manuelle. Donc là, il faut faire le travail, quoi. Depuis tout à l'heure, je manipule les montres. Et je trouve qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé depuis le début et qui est quand même importante, c'est cette souplesse des bracelets. Oui. On fait très attention. Vous travaillez ça parce que ça donne, à mon avis, un confort au porté qui est très important. Ça s'appelle l'haptique, hein. C'est cette notion de toucher, de confort. Donc une montre, ça se regarde pas seulement, hein. Ça s'essaye, ça se touche, ça s'entend, hein, le bruit du crantage. On fera l'essai ici avec le Ploprof, le crantage de la lunette, il est propre, il est précis. Alors là, on a multiplié par 2 l'étanchéité. On a le modèle Planet Ocean qui a été lancé en 2005. Hein. Là, on est sur la dernière génération, bientôt 20 ans. Hein. Quel est le diamètre? Il me paraît un peu plus petit. Ah oui, exact. 39,5. Donc effectivement, on est sur un petit diamètre. Il y a aussi une tendance à quelque part à reporter. Le diamètre, voilà. Ouais. Mais finalement, petit diamètre, 600 mètres d'étanchéité, voilà, c'est bien proportionné. Il y a une belle ouverture cadran. Est-ce que le fait de réduire un petit peu le diamètre de la boîte, ça aide à l'étanchéité parce qu'on est un peu plus compact? Imagine une immense ouverture cadran, tu devras automatiquement augmenter ton épaisseur de la glace saphir pour pouvoir résister à une pression identique. Donc là, on est à 600 mètres, 60 bars. Et il ne faut pas oublier que comme c'est une montre plongée, on rajoute 25% de sécurité. Donc, donc finalement, tu la testes à 600 plus 25. Voilà, ça fait. Ça va, 2 têtes. 2 tests. 75 bars, 750 mètres. 75, dis-le en français pour voir. 75. Bon, 75 mètres, elle va pas profond, hein? Non. 750. Bars. D'accord. On rigole bien, voilà, on est à Mykonos, on voit des belles montres. Et on passe un bon moment. Et celle-ci, alors le cadran. Alors justement, le cadran, la lunette, on est sur un bleu qui est plus profond. On est toujours sur du bleu. Hein. On voulait clairement marquer le pas de l'étanchéité avec 600 mètres. Donc on est sur un bleu très profond. Le cadran aussi réalisé en céramique avec un satinage vertical. Et c'est ça qui est génial avec la céramique. Tu vas me dire, mais pourquoi Grégory, vous faites des cadrans en céramique? Alors il y a Pourquoi, Grégory, vous faites des cadrans en céramique? Ah, tu me dis, tu vas me dire, je te le dis, moi. Non, alors, il n'y a pas, par rapport à l'effet, on va dire, anti-rayure, il n'y a pas de nécessité, il est protégé par une glace. Oui, mais ça donne de la profondeur. Mais ça donne de la profondeur, il y a une harmonie. Quand tu as un insert en céramique, bah, du coup, il y a une harmonie qui se fait avec le cadran. Et puis derrière, il y a des traitements de surface, on l'a vu avec le soleillage, avec le satiné vertical. Toutes les découpes sont faites au laser. Lorsqu'on vient en fait donner de la profondeur au cadran, il n'y a pas ces débordements de lac qui se font avec un cadran traditionnel. Donc ça donne beaucoup plus, je dirais, de richesse au cadran. Donc on utilise la céramique comme étant un substrat pour le cadran. Mais évidemment, il n'y a pas de notion d'usure ou de rayure. Là, on va attaquer quand même Là, c'est du lourd. Là, on attaque du lourd. Là, on commence vraiment à voir On va commencer par la pièce historique que je vois là-bas, d'ailleurs. Ouais. Tu vas la prendre. D'ailleurs, tu avais pris la Seamaster 300. Bah oui. Allez, on ne résiste pas. On ne résiste pas. Voilà, regardez, sur la Seamaster 300, là, il y a l'historique. Alors ça, c'est celle de 1957. Et là la filiation est vraiment... On voit bien la filiation, la fille et la mère. Voilà, exactement. Et on retrouve justement le fameux... La fille et la mère. La fille, pas mal. Et puis on retrouve effectivement sur le fond le fameux hippocampe qui est gravé sur le fond plat. Voilà. Génial. Bon, allez, on vient à la Ploprof parce que là, on est arrivé sur les historiques. Il faut dire que l'histoire d'Omega est aussi riche et de montres, et de records, et de technicité, et de brevets. Alors là, tu détiens justement la première génération de la Ploprof. Tu sais ce que ça veut dire, Ploprof? Ça veut dire, en allemand? En allemand, ça veut dire prêt pour la plongée. Ouais. Non, ou... Plongeur professionnel. Ah, d'accord. Voilà, plongeur professionnel. Et ouais, je suis con, hein, j'aurais pu y penser quand même, Ploprof. Bon, encore, ça arrive, une absence, voilà. Il fait beau, une absence. Voilà. Donc Ploprof, c'est un modèle finalement qui est plus qu'historique, qui est devenu finalement iconique par cette forme taillée à la hache. D'ailleurs, une petite anecdote, on n'avait pas
prêté les services d'un designer à l'époque pour la dessiner. Elle a été vraiment designée. C'est un ingénieur, non? C'est un ingénieur. Qui a fait ça. 600 mètres à l'époque. 600 mètres à l'époque d'étanchéité, c'était quelque chose. C'est un produit qui a été utilisé par Jacques Cousteau, par la Comex. À l'époque, ils avaient déjà... Il y avait des prototypes qui arrivaient dans la Comex pour les tester. Exactement, exactement. Et boîte monobloc, donc on supprime finalement un joint, on supprime une entrée d'eau. On supprime un problème. On supprime un problème. La construction également au niveau de la glace, elle était particulière. À l'époque, il n'y avait pas besoin justement de soupapes à hélium. D'ailleurs, elles n'existaient pas vraiment à cette époque. Et puis cette immense aiguille de minute, hein. Là, on voit vraiment qu'on met en avant la fonction plongeur. Hein, c'est la lunette qui est liée avec cette aiguille de minute orange vif. Une lunette bidirectionnelle. Et oui. Et parce qu'elle a un blocage ici Exactement. avec le petit bouton rouge. Exactement. Et ça, c'était une des particularités Absolument. de la Ploprof Voilà. De l'époque. Et ce qui est intéressant de noter, il n'y a pas tout le monde qui le sait, c'est que la Ploprof, elle a été développée justement avec un acier spécial qui s'appelait à l'époque Uranus, qui était finalement du 904L, donc un acier très résistant. Et puis, je te donne un tout petit peu la perche par rapport... C'est le teasing. Alors, quel acier tu as mis dans la nouvelle? Ah ben, elle nous pique les yeux, là, il faut la voir. Voilà, notre nouvel acier, finalement, qui s'appelle Omega Steel. Il y a un jeu de mots, en fait. C'est Mega Steel. Voilà, c'est un méga style, Omega. Voilà, Omega Steel. Et on peut dire aussi Omega montre. Hein. Ah ben, on pourrait. Hein, c'est pareil. Hein. Donc, c'est un acier inoxydable, hein, bien évidemment, mais qui a des propriétés mécaniques juste incroyables. Une limite d'élasticité énorme. On est proche finalement des propriétés du titane. Et grâce à l'utilisation de cet alliage qui ne contient pas de nickel, et c'est ça qui est intéressant, donc il est nickel-free. C'est bien parce qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques au nickel. On parle de 7% de la population mondiale. Donc, alors, il y a beaucoup de personnes effectivement qui sont allergiques au nickel. Et il a une dureté intéressante. On est à 300 Vickers. Ah oui, c'est beaucoup. Donc on est quasiment 50% plus dur qu'un acier traditionnel. Autant dire que ça, vous plongez avec, vous la cognez, les rayures... Elle en a moins. Il y en a moins. Et grâce à l'utilisation de cet acier, on a réussi, malgré le fait que le calibre il est un peu plus épais par rapport au modèle d'origine, et que l'étanchéité a doublé, puisque le modèle d'origine on était à 600 mètres, aujourd'hui on est à 1200 mètres, on a conservé les dimensions. C'est à la même taille? Exactement. Si je te donnais un calibre, pour autant que tu saches l'utiliser, tu pourrais vraiment voir qu'on a respecté à la perfection les dimensions. Tu veux que je te rappelle une bonne bien bonne? Tu sais pourquoi ça s'appelle un calibre? Ah là, je vais peut-être pouvoir enfin te piéger sur un truc. Ça vient du mètre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'à l'origine, les premiers horlogers étaient aussi les armuriers. Oui. Et c'est pour ça que certains noms de l'horlogerie sont issus du dictionnaire armurier, comme calibre, verrou d'armement, barillet. Alors là, tu parles du calibre au niveau du mouvement. Moi, je te parlais de toi, l'instrument. Voilà, d'accord. Mais non, mais je te parlais du calibre au niveau de... Tu vois, c'est marrant. Hein. Donc, calibre différent, plus épais, mais malgré tout, on a respecté les dimensions. Ceci grâce à l'introduction de cette nouvelle alliage qui est finalement plus résistant que n'importe quel autre alliage inoxydable. Et là, les collectionneurs, ils vont adorer, parce que c'est la 3e génération. Tu as dans les mains vraiment la 3e génération de la Ploprof. Première génération, on l'a vu. On l'a relancée dans les années 2000 avec un fond transparent qui était plus épaisse, plus grande. On l'a fait en acier, on l'a fait en titane. Et là, on retrouve vraiment l'esprit de la première génération avec une étanchéité de 4000 pieds, 1200 mètres. Ça, c'est quand même énorme. Hein. C'est quand même énorme. Et puis, ce boîtier monobloc. Aucune n'est éditée en série limitée. Non, tout est en collection. Tout est en collection. Et justement, puisqu'on parle de calibre, parlons de mouvement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme calibre à l'intérieur? Alors là, toute la collection Seamaster, on va l'appeler anniversaire ou bien commémorative. C'est le 75e anniversaire quand même. C'est le 75e anniversaire. Donc toute cette collection-là, elle est animée par des mouvements mécaniques qui sont certifiés master chronomètre. Voilà.
certifié par le METAS. Double certification. Double certification. Le COSC et le METAS. Le COSC pour le statut de chronomètre et le METAS pour tester 8 critères qui sont liés au champ magnétique, hein, donc à la résistance au champ magnétique, donc 15 000 Gauss, c'est 1,5 Tesla. Donc on va tester dans un premier temps le mouvement, ensuite la tête de montre, et ensuite on a 4 autres critères qui sont liés aux critères des performances chronométriques. Donc là on va tester typiquement la précision journalière moyenne qui va se situer entre 0 et plus 5 secondes par jour. Bien supérieur au COSC. Bien 2 fois supérieur. Bien inférieur au Spirette. Ah, comme ça vient de chez toi. T'es bon, voilà. T'es bon. Voilà, je te tends une perche à mon tour. Elle est pas mal, elle est pas mal. Et on va tester également la réserve de marche et un des derniers critères, le dernier critère, c'est l'étanchéité qui se fait à l'eau. Le 100% des montres Omega qui sortent de production ne sont pas testées que dans des engins de pression. Non, à l'eau. Parce que ce qui peut être testé à l'air, tout d'un coup à l'eau, voilà, il peut se passer autre chose. Donc on va toujours tester nos montres à l'eau, évidemment par rapport à l'étanchéité liée à la conception, et on rajoute et on rappelle les 25%. Ah oui, voilà. D'accord, toujours. Si vous voulez en savoir plus sur le METAS, on a fait une émission sur les certifications. Je vous mets la fiche, comme ça vous verrez les différentes certifications. Et c'est vrai que METAS, on est dans le high level. On place la barre très haut. Voilà. On place la barre très haut. Mais là on descend très bas. On l'a eu en même temps. Hein. Pas mal. Bon, on va finir quand même, parce que vous savez toujours qu'il y a une petite cerise sur le gâteau dans mes émissions. Donc par la dernière. Oui. Alors là, avant d'y descendre, il faut y aller en bathyscaphe avec les ambassadeurs de la marque. Parce que là, on est à 6000 mètres. On est à 6000 mètres. On est à 6000 mètres, c'est 20 000 pieds. Donc ça fait beaucoup de paires de chaussures. Ça pourrait aller pour moi. Allez, 20 000 pieds. Hein. Non, c'est énorme, c'est énorme. Et tout ça dans un volume portable. Hein. C'était vraiment l'objectif d'avoir. Je l'ai essayé tout à l'heure et c'est vrai que je me suis dit, je pensais que j'allais avoir une grosse patate au poignet. Non, et pas, ben, du pas tout. du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est très portable. C'est très portable. Et ce bleu profond, oui. Alors avec là, le bleu ciel, là, tu as un effet de contraste. Alors là, on se retrouve dans les abysses, hein, raison pour laquelle la lunette, elle est plus bleue, elle est devenue noire. Et puis ce cadran, il est de toute beauté parce qu'on a ce bleu profond dégradé, hein, avec ce dégradé noir qui marie finalement la lunette. Mais le cadran, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a une structure qui est particulière. On essaiera de le voir à la caméra, c'est pas forcément évident. Si on n'arrive pas à le faire ici, j'essaierai d'avoir la montre à Paris pour vous montrer. Il y a une signature secrète dans le cadran. Voilà. C'est ça. Alors, il n'y a pas seulement une signature secrète, mais il y a aussi une structure. On a repris, en fait, le cadran, il est réalisé par une image de la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes, tu sais où ça se trouve? Mais en plein océan Pacifique. Pas mal, pas mal, pas mal. Exactement au milieu vraiment de l'océan Pacifique, à 200 km de Guam, se trouve le point le plus profond de la Terre. Et puis, on a rencontré Victor Vescovo, qui est un des explorateurs, qui a justement trouvé... Génial, le mec génial. Qui a justement trouvé l'endroit le plus profond. Il faut savoir qu'à la fosse des Mariannes, il y a différents bassins. Et il a trouvé le bassin le plus profond, il y en a 3. On le retrouve même en fait sur le cadran à travers une signature secrète. Ah, le cadran a été composé Alors justement, on a récolté, Victor Vescovo nous a fourni des datas, des fichiers. On a un cadran... Avec des sortes de reliefs On a 1 million de petits points qui sont repris du sonar, qui a mappé vraiment la fosse des Mariannes. Donc on retrouve un cadran structuré avec la topographie des fosses de la fosse des Mariannes. Et puis on a rajouté une signature secrète qui permet vraiment d'identifier le point le plus profond. Tu connais la profondeur? 10 000 en mètres. 950 mètres. Ouais, 935 mètres. Ah, j'étais pas loin. Ouais, j'aurais pu te la poser en pied, mais... Non, parce qu'en pied, non, ça suffit. Ça fait 3 fois que tu me le fais, le pied. Non, ce qui est intéressant, c'est que cette signature secrète, déjà, avant de la reproduire, alors messieurs les faussaires, vous pouvez vous accrocher, parce que là, avant de récupérer le million de points, c'est impossible. Et en plus, elle est visible avec la lumière noire. Donc c'est une encre UV qu'on est venu déposer sous la résine. Hein. Donc on a le cadran qui retrouve donc cette structure, hein, cette topographie de la fosse des Mariannes, et on vient décalquer
décalquer justement cette signature secrète, puis après on vient appliquer cette résine translucide pour donner vraiment de la profondeur au cadran. Dis-moi, mais si j'ai bonne mémoire, avant d'être chez Omega, tu étais chez Cartier? J'étais chez Cartier, voilà. Alors la signature secrète. Ah bah c'est connu chez Cartier. Ça te rappelle voilà, quelque chose. ça. Sauf que elle est visible sans instrument. Voilà. Là, tandis que là, il faut être équipé. Il faut un peu de lumière noire. Il faut être équipé. Ok, bah franchement c'est super. Alors toutes ces pièces-là, évidemment, elles peuvent aussi avoir d'autres bracelets, puisque oui. Je vois que là, tu as d'autres bracelets. Justement, on a permis une accessorisation avec des bracelets en caoutchouc, donc sur la collection Aquaterra, mais aussi sur le modèle Diver. Donc ça permet quelque part d'offrir finalement un nouveau visage à la montre grâce à cette accessorisation. Combien de temps vous avez mis pour développer tout ça? Alors entre un peu plus de 18 mois, je dirais, pour on va dire, figer la collection. Mais bien sûr, beaucoup plus de temps par rapport au développement de l'émail grand feu. La Ploprof aussi. La Ploprof aussi, la construction. Donc voilà, c'est finalement... c'est au fil de l'eau? C'est au fil de l'eau, c'est pas mal. C'est au fil de l'eau. Au fil de l'eau, voilà. Vous avez construit la collection. Exactement. Et vous avez imaginé pour le 75e anniversaire. Oui. Et vous avez même fait des accessoires. Exactement. On ne fait pas que des montres chez Omega. Vous ne faites pas que des montres. Vous faites aussi des VIP très intéressants. Et donc ça, c'est l'accessoire, bouton de manchette, bouton de manchette, porte-clés, porte-clés. On a également des bracelets NATO qui reprennent justement les codes couleurs. Le bracelet NATO est très sympa. Oui, avec un effet un peu justement chiné. Bracelet NATO très sympa. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Une collection exceptionnelle. Toutes ces montres ont une caractéristique bien particulière. Au-delà d'être étanches, quand elles sont arrêtées, elles donnent leur exact 2 fois par jour. C'est pas mal. C'est juste. C'est juste. Ouais. Et... T'es bien suisse pour dire c'est juste. Nous, on dit c'est exact. Voilà. Écoutez, Grégory, quand même, le vice-président, patron du développement produit chez Omega, vous ne pouviez pas avoir une meilleure personne pour vous parler de cette collection sublime. Allez la voir en boutique. Faut aller voir ce bleu avec ses index, ce nouveau bleu de cadran, ces index qui sont bleu ciel. Franchement, c'est très réussi. Merci Franck. De rien, avec plaisir. Allez, là tu sais, il y a une petite tradition, on dit à tout à l'heure. À tout à l'heure.